corporations de tailleurs de pierre, les verriers, etc., ont toujours eu leurs secrets, qui sont des secrets de fabrication, comme aujourd'hui les grosses sociétés ont leurs secrets professionnels. Ils ont toujours eu des choses, il y a la céramique, des techniques qu'on avait et qui n'étaient pas transmises. Donc il suffit après qu'il y ait une génération comme la Révolution, par exemple, la Révolution française, qui a vu la mort de beaucoup de personnes, de gens qui pouvaient détenir ces choses qui étaient pas spécialement secrètes, mais qui n'étaient pas non plus publiques, voilà, qui étaient réservées à certaines personnes. Je veux dire, le nucléaire, aujourd'hui, on sait tous qu'il y a de l'énergie nucléaire, mais on n'a pas tous la recette. Elle est secrète et d'une certaine manière, elle se transmet d'initié en initié. Bon, ben voilà, c'est des savoirs et les savoirs n'étaient pas partout. Maintenant, on a retrouvé par exemple quelqu'un qui s'appelle Pocton. Je ne me souviens plus de son prénom. Ça, c'est dans une des vidéos de notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos. Et il y a une vidéo qui s'appelle l'épisode YouTube numéro 4, qui est dédié à la question du maître. Donc, c'est un épisode de 30 minutes qui passe toute cette question en extension. Et il y a Pocton qui, en 1780, un peu avant 1780, dans un ouvrage qui est préfacé par, en tout cas qui est sous apposition du sceau royal, donc connu par la royauté, Pocton dit à ce moment-là que la grande pyramide de Gizeh est liée aux dimensions de la Terre et que l'étalon qui a servi à sa construction est lié aux dimensions de la Terre. Donc il y avait déjà cette idée-là qui traînait à ce moment-là. Ce n'est pas un truc nouveau et ça se connaissait. Alors maintenant, est-ce que quand la royauté a périclité, est-ce qu'un grand nombre de secrets ont disparu? C'est aussi une piste qu'on peut envisager. Alors, en parlant des choses qui attirent vraiment l'attention, j'aimerais que tu nous parles un peu de la machine denticitaire. Parce que ça, je trouve que c'est complètement hallucinant. Parce que là, on parle de pierre, la manière dont elles ont été taillées. Anticitaire, apparemment, on est tombé sur une sorte j'allais dire, d'ordinateur antique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la machine denticitaire? Oui, alors c'est pas un ordinateur, parce que souvent ça déçoit les gens. Moi, je me rappelle d'un documentaire que j'avais vu il y a très longtemps où on parlait du premier ordinateur analogique. Et quand j'avais vu l'objet, je m'étais dit, ah bon, c'est ça un ordinateur analogique, voilà. C'est sûr qu'il faut la replacer dans son contexte. Le mécanisme denticitaire, il est brillant. Et pour nous montrer à quel point il est brillant, un des meilleurs ingénieurs horlogers au monde, qui est Mathias Butet, qui est un spécialiste suisse de l'horlogerie et qui a travaillé pour les plus grandes marques avant d'être chez Hublot. Non, mais je précise le pédigré de la personne. Je veux dire, c'est pas mon voisin ni mon frère qui vient vous dire ça, ni moi. C'est quelqu'un qui est dedans, quoi. Et lui, quand il en parle, et là, pareil, sur notre chaîne YouTube, il y a son interview en intégralité. Sur la plateforme Ocast, il y a son interview en intégralité. Donc, il a les yeux qui pétillent. Et il est admiratif de la technicité de cet objet, parce que la précision des dents, elle est au dixième de millimètre. Il faut préciser que l'objet a 2000 ans d'ancienneté. Un peu plus de 2000 ans. Alors, un peu plus de 2000 ans. 2000, alors a priori, il aurait été, il y a eu un article qui est sorti dans Science et Vie il n'y a pas tellement longtemps, qui ne nous porte pas dans son cœur, mais qui petit à petit arrive sur les choses qu'on montre et qu'on rend publiques. Et on aurait déterminé la date de création de l'objet en moins 2140 et quelques, je crois, parce qu'on aurait déterminé le point zéro. Et cet objet est d'une technicité sans nom. Donc, les gens qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir. Il y a un extrait sur la chaîne YouTube BAM. Je vous invite à aller voir cette séquence qu'on a réalisée dessus. Et il nous intéresse pourquoi? Pour diverses raisons. La première, c'est qu'il précède de 1500 ans ce qu'on croyait être les débuts de ce genre de mécanisme, qui est avec la création de chronographes, parce qu'avec l'avènement de la marine et du commerce, on avait besoin de mesurer les latitudes, et donc on a eu besoin de fabriquer des machines comme celle-là. Et donc, 1500 ans avant, on a quelque chose qui montre que, parce qu'il y a une grosse partie recherche et développement, on ne prend pas une plaque de cuivre et puis on en sort cet objet-là qui est composé de 300 roues dentées et engrenages, 300 pièces assemblées avec une ingéniosité qui est complètement dingue. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, très importante dans notre sujet, c'est que selon l'histoire, cet objet n'aurait jamais existé. Parce qu'il y avait des auteurs grecs qui en parlaient, qui le citaient, dont Géminos, un auteur qui décrivait, à s'y méprendre, le mécanisme denticitaire.
mais qui a été pris au même titre que les Grecs qui parlaient des dieux et de l'Olympe et tout ça. Et donc, on s'est dit, mais non, ce sont des récits fantastiques pour le nationalisme grec, mais ça n'a pas d'existence. Et si on n'avait pas trouvé dans des conditions très particulières cet objet qui était dans l'épave d'un bateau et on l'a découvert au début du XXe, il a fallu 50 ans pour qu'un physicien anglais se penche dessus en se disant « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et qu'il meurt, le pauvre, avant qu'on fasse la séquence d'ouverture de la présentation du mécanisme denticitaire dans le film de Bab, qui est un scan qui rentre et qui te permet de voir l'objet dans toute sa profondeur et de découvrir sa complexité. Mais lui, il a une intuition très forte et il s'est dit, cet objet est plus complexe que ça. Donc, ça montre que simplement sur 2000 ans, on avait déjà complètement perdu l'idée que l'objet existait, puis l'objet en lui-même. Et s'il n'y avait pas eu ça, donc quand on parle de l'Égypte ancienne, on est à 100 000 ans. Quand on parle du cataclysme du Dryas récent, on est à 13 000 ans. Ce qui permet de remettre en perspective. Et cet objet servait à quoi? Cet objet, il servait à déterminer la position des planètes à une date donnée ou à déterminer en fonction d'une configuration planétaire une date. Donc, à cette époque-là, l'astronomie et l'astrologie étaient confondues. On consultait beaucoup les oracles et donc l'astrologie pour faire des guerres ou des choses comme ça. Moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'on n'a pas passé dans notre passé tout notre temps à se faire la guerre. Hein, c'est justement une des réflexions de fond qui est donnée par Bab et qui ouvre. Et ça, il y a des articles qui traitent de tout ça sur notre site. Et donc, voilà la fonction de cet objet. Peut-être que on voulait savoir si d'envahir tel endroit du monde le 13, est-ce qu'on allait avoir les dieux avec nous ou pas, par exemple. Alors cet objet, visiblement, on en a trouvé qu'un aujourd'hui. Donc, tu semblais dire que s'il n'avait pas coulé, peut-être qu'on n'en aurait même pas eu la trace non plus. Oui, c'est ça. Alors, on a trouvé une roue dentée exactement de même diamètre que la roue principale dentée, sauf qu'elle n'est pas en bronze, elle est en bois. Et ça, c'est Yanis Bitsakis, le chercheur grec qui a rejoint l'équipe d'Hublot, donc archéologie privée. Eh ben, oui. Et heureusement, parce que sans elle, on n'en saurait pas autant, et sans Hublot, on ne saurait pas autant sur cet objet-là. Donc, ça, c'est très bien. Et s'il faut aller chercher de l'argent pour faire des recherches en indépendant, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Ça fait une archéologie publique et une archéologie privée où au moins, on va prendre l'argent des grosses marques qu'on va recycler pour faire des bonnes choses, plutôt pas mal, parce qu'il faut des moyens pour ça. Et donc, laisse supposer qu'il y avait d'autres… de toute façon, on n'arrive pas… on est en face d'une fabrication d'un objet. Pourquoi penser que ce serait le seul? Bien sûr. Quand on a fait des montres, on n'en a pas fait qu'une. Donc, voilà, il y en avait forcément, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais ça semble logique de penser qu'il y en avait d'autres. Donc, on en retrouvera peut-être d'autres. Hein. Alors, je refais une petite parenthèse sur la pyramide de Gizeh, qui est un élément central. On estime qu'elle a été construite en combien de temps et par combien de personnes? J'ai tout entendu. 100 000, parce qu'Hérodote parlait de 300 000 personnes par tranche de… Non, 100 000 personnes par tranche de 30 000. On avait entendu des chiffres. Il y en a un autre dont le nom m'échappe, là, qui parlait de beaucoup plus. L'archéologie classique dit quoi sur la durée de fabrication de la pyramide et le nombre? 25 ans à peu près. 25 ans. On a retrouvé le fameux papyrus de Mérer, qui est par l'égyptologue Pierre Tallet, qui est censé clore tout débat, parce qu'on aurait des hiéroglyphes sur un parchemin qui nous expliquerait le transport des blocs de calcaire de la carrière de Toura sur le plateau de Gizeh. D'accord. Donc, une comptabilité soigneuse de tout ça. OK. Ça s'étale déjà sur 20 ans. Et ces blocs de calcaire de Toura ne concernent pas le corps de la pyramide, mais simplement les parements. Parce que Alors, on n'a pas utilisé que les blocs de la carrière de Toura, il y a le même calcaire, parce que c'est la même veine, si on peut dire, de calcaire blanc sur le plateau de Gizeh. Donc, on a utilisé du calcaire blanc du plateau de Gizeh et de la carrière de Toura. Quand on voit que ça s'étale sur une vingtaine d'années simplement pour le parement, alors qu'il est fait état d'à peu près 2 millions de blocs, alors c'est pareil. Personne ne l'a jamais démonté, on ne peut pas savoir. Mais on ne va pas penser que l'intérieur est creux. On a une structure interne
et puis elle est toujours en place. Je veux dire, si elle était creuse, elle se serait effondrée. Donc on ne sait pas de quoi elle est Bien sûr. constituée. Elle est peut-être en nid d'abeille, remplie par des choses. En tout cas, elle est suffisamment solide pour que lors du dernier tremblement de terre au XIVe siècle, qui a rasé complètement le Caire, bah, les pyramides soient restées debout. Donc voilà, ça c'est… Alors, il y a une chose intéressante que tu signales dans ton film, dans BAM, c'est que la pyramide de Gizeh n'a pas 4 faces, mais 8. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur chaque face étant un peu en double, si je puis dire? Ouais, très légèrement renfoncée de 90 centimètres à la base, ce qui fait qu'en fait, ce sont 4 grosses faces, mais si on pousse, eh ben, alors on n'a pas le parement, on ne sait pas comment était le parement. Si on pousse, on voit que les faces sont très légèrement rentrantes, ce qui rajoute une complexité sans nom, parce qu'en fait, les côtés faisant 230 mètres, sur 115 mètres de côté, à la base, on est obligé d'incliner très légèrement les blocs d'un demi-degré, et pareil dans l'autre sens, et ça sur les 4 faces. Alors, on nous dit, et Jean-Pierre Adam l'avait dit dans la révélation des pyramides, que c'était dû au tassement de l'édifice sur lui-même. Donc ça a été les ingénieurs structures, les professionnels en fait, parce que vous avez les architectes d'un côté, et après vous avez ceux qui disent que si l'architecte a imaginé est possible ou pas. Ce sont les ingénieurs structures. C'est eux qu'il faut vraiment interroger pour tout ce qui est contraintes de matériaux, etc. Et eux disent, bah non, c'est impossible. On ne peut pas envisager que la structure s'affaisse sur elle-même et provoque ces renfoncements. On nous a dit aussi, bah non, mais ça c'était comblé, du coup ça ne sert à rien. Il y avait un parement plan. Donc on ne comprend pas pourquoi se donner la peine avec des blocs qui sont tous de tailles différentes, hauteur différente, largeur et profondeur différentes. Ils sont tous uniques, hein, les blocs de la couche qu'on voit là, la couche visible actuellement visible. Pourquoi se donner la peine d'aller les creuser pour ensuite combler ça par un parement plan? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Parce que c'est vraiment une complexité, et j'aimerais bien que ça soit étudié par les hypothèses modernes. Vous aviez celle de Jean-Pierre Houdin, qui a été financée par Dassault, qui a été et montrée partout, qui ne vous dit même pas que les faces sont creusées. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. Donc, ça, voilà, il faudrait l'étudier. Pourquoi la pyramide de Képhren, la pyramide médiane, n'a pas ses faces creusées? Pourquoi la pyramide de Mykérinos a ses faces creusées? Pourquoi la pyramide rouge, qui est censée précéder dans la chronologie donnée par les égyptologues, a ses faces renfoncées? Bon, ben voilà, c'est des questions qu'on pose et qu'on estime avoir le droit de se poser. Je crois qu'on a une question, Marie-France. Oui, tout à fait. Merci Patrice pour les explications. Alors, j'avais une question personnellement, mais Sylvie a également posé finalement la même question que moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Göbekli Tepe? Alors, désolée, je le prononce certainement mal, toujours, voilà. C'est vrai que c'est un sujet, moi, qui m'intrigue beaucoup, parce que de ce que j'ai compris, voilà, c'est un site qui a été très bien conservé déjà. Et en fait, il y avait une sorte de base de disposition pour un peu un système agricole, alors qu'à cette époque-là, l'agriculture n'existait pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est un site qui a été daté au carbone 14. Alors je précise, ce n'est pas la pierre, la roche qui a été datée, parce qu'on ne peut pas dater la roche au carbone 14. Le carbone 14, c'est simplement des éléments organiques. Et ce site a été enfoui volontairement. Ça, c'est l'archéologue allemand Klaus Schwab, non pas Klaus Schmidt, pardon, qui est hélas décédé depuis, mais c'est à lui qu'on doit cet énorme travail c'est pas lui qui l'a découvert, mais en tout cas de présentation du site tel qu'il est, qui n'était pas versé dans les hypothèses alternatives, mais qui, lui, a dit toutes sortes de choses, qui sont notamment que le site aurait été enfoui volontairement. Alors, on est capable de voir si c'est un dépôt de terre par sédimentation ou si c'est volontaire, parce qu'en fait, dans un enfouissement volontaire, on n'a pas la même nature, la même structure. Je ne sais pas, je l'exprime très mal. Moi, j'essaye de faire de la vulgarisation, donc ça plaît souvent. Les professionnels, les spécialistes n'aiment pas comme je dis les choses, mais déjà que c'est long, on serait encore plus long. Donc, ils savent avec certitude que ça a été enfoui volontairement. Et ça a été enfoui volontairement il y a 11 600 ans, plus ou moins 150 ans. C'est daté carbone 14 calibré, puisqu'il y a le carbone 14, et après, il y a le carbone 14 calibré.